Bien, bonjour à tous. J'en ai croisé quelques-uns par message et puis bonjour à tous de vive voix. Donc, je suis Antoine Caillot, je suis astronome amateur et je collabore donc avec Sarah Antier et Damien Turpin sur les ondes gravitationnelles. Et je vais vous faire donc cette petite présentation. Alors, un peu pour démarrer, on a un peu la même, similitude. On a des astronomes amateurs qui sont un peu partout sur la planète, donc les diapositives sont en anglais. Et j'essaierai de faire une traduction française si vraiment il y a des gens qui ont des difficultés avec la langue anglaise. Voilà. Euh, je vais simplement voilà. Vous rappeler un petit peu de la collaboration LIGO-Virgo, le projet Grand-Mât et ce qu'est le projet Kilonova Catcher. On parlera donc de cet entraînement estival qui va arriver et puis on insistera un peu plus longuement sur la partie comment faire. C'est-à-dire vraiment comment paramétrer son logiciel, comment arriver à faire une image que les professionnels vont arriver à exploiter facilement. Donc, pour ça, j'ai pris un axe assez simple, deux logiciels payants qui sont, je pense, très représentatifs des astronomes amateurs, et puis ensuite une solution totalement gratuite. Et donc, normalement, comme ça, tout le monde doit pouvoir participer avec une logiciel libre, et on aura une mini conclusion. Alors, je ne vais pas vous rappeler finalement ce qu'est une onde gravitationnelle. Il n'y a pas de slide là-dessus aujourd'hui. C'est simplement deux éléments extrêmement massifs qui se tournent l'un autour de l'autre et qui vont venir à un moment donné se collisionner. Et c'est cet événement de collision entre deux objets extrêmement massifs qui crée l'onde gravitationnelle et qui se propage. Donc les détecteurs LIGO et Virgo détecter ces éléments-là. Hein. Donc, on a deux lasers à 80 degrés qui se tirent l'un sur l'autre, et puis on regarde comment l'espace-temps se déforme. Ça, c'était ce qui a été fait donc là pour détecter les ondes gravitationnelles. Et c'est la petite slide qu'on voit là. On voit ce qu'on est arrivé à détecter avec des événements très marquants. Donc, on a GW, donc c'est Gravitational Wave qui s'appelle 190-425. Donc celui-là, c'est l'événement qui a été extrêmement suivi, un petit peu comme celui qui était de 2017, qui était l'événement à prix Nobel. On a d'autres événements qui ont des effets de spin très prononcés, d'autres qui étaient vraiment détectés comme des doubles trous noirs, et d'autres qui étaient détectés vraiment comme des étoiles à neutrons. Donc ça, ces événements-là n'ont pas amené à la détection de contrepartie optique, malgré tout le travail qui avait été fait, une présentation qu'on avait montrée, où on demandait d'aller observer les grandes zones du ciel pour arriver à justement essayer de trouver ces contreparties optiques. Donc aujourd'hui, avec l'arrivée dans le réseau détecteur de nouveaux instruments beaucoup plus précis, les zones de recherche devraient se diminuer et on devrait arriver à plus facilement en fait à trouver des contreparties optiques. Alors voilà un petit peu la répartition des télescopes à travers la planète. Donc là, ce sont des télescopes professionnels. On a des amateurs répartis aux États-Unis, au Canada, au Brésil, dans les pays du subcontinent indien, en Chine, en Australie, en Europe, bien évidemment. Et en fait, grâce à ça, on a une couverture qui est quasiment continue et totale. Il finit tout le temps quelque part sur la collaboration Grand-Mât. Donc c'est extrêmement intéressant et enrichissant de travailler avec toutes ces nationalités-là. Alors, voilà un petit peu les nouvelles de Grand-Mât. Donc on a la principale, on va dire, avancée, on a rejoint un groupe qui s'appelle FINC. Ce groupe FINC, en fait, c'est le LSST et le ZWT. Donc, c'est deux observatoires optiques qui marchent en continu et qui nous transmettent en fait des alertes. Donc, ces alertes-là, en fait, elles vont nous permettre d'aller chercher et d'aller voir si on a des liens entre des ondes gravitationnelles et des contreparties optiques. Donc ça, c'est un peu le gros point nouveau dans la collaboration Grand-Mât. Il y a donc également des chercheurs qui vont nous aider
travailler un petit peu plus en avant sur différents sujets. Et puis, vous avez pu remarquer que le drama s'est doté d'une nouvelle, on va dire, identité visuelle qui est ce nouveau logo là des Kilonova Capture. Donc j'ai vu qu'il y avait certains d'entre nous qui font partie du petit groupe d'astronomes amateurs qui font un peu les bêta-testeurs du système. Donc voilà, donc ça c'est le petit nouveau logo qui change par rapport à ça, quoi. Voilà, il y a donc on va être présent avec le projet Grandma dans diverses présentations et colloques. Donc visiblement dans l'Ouzbékistan et un autre en France. Voilà un petit peu les nouveaux, enfin la partie, on va dire actualité du groupe Grandma. Alors, comment on peut faire pour être dans le grand mât? Donc, il y a plein de possibilités. Il y a, et c'est ce qui m'a moi le beaucoup intéressé, il y a la facilité, la possibilité de discuter entre astronomes faiseurs d'images et la possibilité aussi de discuter directement avec le groupe d'études, avec les pros. Donc ça, en fait, c'est un groupe qui s'appelle sur Slack. Donc Slack, c'est un outil de communication, c'est un peu un messenger, hein, voilà. On s'inscrit, on a son nom qui apparaît et on peut interagir avec les autres, on peut communiquer une messagerie instantanée. Et on a la chance, nous, astronomes amateurs, d'avoir les professionnels qui nous lisent, qui nous répondent, qui nous encouragent, qui nous aident. Et ça, je pense que dans une collaboration ProAm, c'est génial parce que on n'a pas des astronomes de support qu'on ne voit jamais ou qu'on n'ose pas déranger. Donc là, c'est vraiment sympa. Après, il y a le LinkedIn. Moi, j'y vais un peu moins, mais bon, il y a toujours un peu d'informations. Sarah Lantier, que vous connaissez sûrement, filme et fait enregistrer comme nous aujourd'hui ces conférences. Donc elles sont disponibles sur des liens YouTube et où il y a des explications, où il y a différentes façons aussi d'aborder sur le monde gravitationnel un peu plus, on va dire, théorique, qui amène un peu plus d'informations. La mailing list, donc ça c'est pour les gens qui font vraiment du mail, qui veulent faire du mail. Moi je trouve que c'est vachement pratique aussi. Donc là, encore une fois, on est lu par les pros. Donc c'est pas un forum sur lequel voilà, c'est vraiment une messagerie qui va avec le projet. Et donc Damien Turpin et Sarah sont vraiment au cœur du système. On est quasiment une centaine à être là-dessus. Et franchement, bon, il n'y a pas un mail par jour, mais il y a un mail, on va dire, par semaine. Et il est sympathique à lire à chaque fois. On apprend beaucoup de choses. Moi, enfin, en tant qu'amateur, vraiment, c'est plaisant. Alors, pour mettre un peu des visages sur la tête des gens, donc voilà, pour les personnes qui s'occupent de nous, les têtes connues, donc Damien et Sarah, Alain, Claude, que vous devez connaître. Alors, Frédéric Carbin, donc c'est la personne qui s'occupe de nous designer le site internet. Jennifer, qui s'occupe du web logo et donc qui est la responsable de la nouvelle identité visuelle qu'on voit à gauche. Et puis, des gens que les professionnels dans la salle peut-être connaissent. Donc, pour l'IGC Lab, la partie intégration informatique du réseau Grandma vers les serveurs parisiens de données. Voilà. Alors, ce fameux Ready for O4, voilà, donc, on a vu que il y a eu des runs qu'on a appelés O, il y avait O1, O2, O3 qui est le dernier run, on en avait parlé à Nice. Et donc là, on se prépare pour le redémarrage de tous les instruments de détection gravitationnelle, et donc ça s'appelle le run O4. Voilà. Alors, ce run O4, donc effectivement, on va y adjoindre le ZTF et le LSST. Donc, ce sont des télescopes qui observent le ciel complet sur de très très grandes cadences, et donc ils arrivent comme ça à observer très régulièrement les mêmes cibles, les mêmes sources, et à détecter des changements dans des images, et donc à arriver à détecter typiquement des objets transients. Donc ça va être des variables, des supernovas ou des choses qui ne sont pas classifiées, dont on ne sait pas ce que c'est. Et c'est là où en fait nous on intervient en tant qu'amateur en disant mais on a besoin de nous pour continuer ces observations-là, parce que le télescope lui il poursuit son chemin et il reste pas toute la nuit à attendre là que ça se passe, quoi. Donc nous amateurs on doit
arriver derrière et continuer à réaliser ces observations. Ce qui était parti également, c'est que on avait du mal avec les détecteurs LIGO et Virgo à donner des sources optiques à donner à observer aux amateurs. Donc on faisait des images, on faisait des champs, mais dedans pour y trouver quelque chose et y voir quelque chose, c'était quand même pas simple. Tandis que là, on arrive quand même à des magnitudes qui vont permettre sûrement aux amateurs d'arriver à voir effectivement un point supplémentaire sur l'image, à vraiment à faire une détection. Donc voilà un petit peu les avancées. Alors comment ça se présente une alerte qui est du réseau FINC, hein, donc là voilà, donc là par exemple on avait la page internet qui donne une alerte et c'est à partir de ça qu'on va donc vous donner à vous les amateurs des cibles à observer. On va vous donner des localisations un petit peu plus précises à observer. Donc on voit les souris, on voit ici l'image qui est tirée d'Aladin, hein, donc c'est sûrement une image du SDSS. On voit ici l'image science qui a été réalisée et qui est à l'origine de la détection. L'image qui est la banque de données du précédent passage du télescope. Et puis l'un moins l'autre qui montre une différence. Donc ça, pour ceux qui connaissent bien le monde de la supernova, mais c'est des images que vous connaissez bien. On voit ici donc une différence apparaître avec un point lumineux qui détermine donc une différence entre les deux images. Et dessous, on a une courbe de lumière. Donc on voit que le télescope passe quand même très régulièrement sur la même source. Donc on a des variations de bruit, puis d'un seul coup, paf, un événement. Et c'est cet événement-là qui déclenche une alerte. Cette alerte-là, elle va être transmise en réseau grand mât et tous les vendredis soirs, donc pour le week-end, on vous donnera une liste d'objets à observer pour vous entraîner. Donc on est sûr que dans les images, il y a un point variable, donc on est sûr de voir quelque chose. Et ça va nous permettre à nous amateurs de nous familiariser avec la manipulation des différents outils qu'on a vus, le Slack, la liste Internet, etc., mais aussi l'envoi de nos données vers le site de regroupement des images. Donc voilà un petit peu les explications un petit peu plus précises. Où on a donc voilà la courbe de lumière fournie est avec deux bandes, donc le G et le R, donc green et red. On a donc les informations sur la partie ici un peu plus technique, savoir depuis quand c'est variable, est-ce qu'on avait déjà détecté variable, etc. Est-ce que c'est récurrent, est-ce que ça n'est pas, etc. Donc après il y a des cross-match, c'est-à-dire qu'il y a on va quand même regarder si on va pas vous faire observer un truc qui sert à rien. Il y a quand même un intérêt scientifique à aller réaliser ces observations-là. Donc typiquement, ce sont des objets qui sont en transit extrêmement rapides et on soupçonne, on appelle ça des supernovas, on va dire non conventionnelles. Et là, on pense un petit peu c'est sûrement des signaux qui peuvent être liés à des kilonovas. Donc ça reste quand même des candidats. Et c'est les courbes de lumière qui vont nous amener après au bout à les caractériser. Donc voilà un petit peu la partie Slack. On en parlait. Hein, donc on voit ici sur ma gauche le petit écran d'accueil du réseau amateur Grand Mât, c'est AMA, Grand Mât. On voit les différentes chaînes de discussion, c'est un peu comme des salons, et on voit ici, donc on a souligné le lien FNK, FINC, et donc qui nous va vous amener vers les alertes du réseau FINC, et qui va vous donner aussi des informations. Donc ça, c'est la façon donc, de vous alerter, donc ça sera tous les vendredis pour vous laisser le week-end. Le but du jeu, c'est d'arriver en fait à observer dans le week-end. Ça sert à rien après d'aller observer des choses des mois après. Il y a pas de but quoi. Il n'y a pas de but. Donc ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va essayer aussi de donner des objets qui sont dans des sources assez proches. Allez vous faire observer des magnitudes 25 avec des télescopes de 20 cm, c'est pas le but quoi. Il faut arriver justement à ce que dans nos images, ça soit un peu intéressant d'aller trouver quelque chose. Donc voilà une alerte un peu plus en détail de Ready for 4. Donc voilà un petit peu ce que vous allez un peu recevoir. Donc le nom de l'alerte avec le nom FINC, la classification, donc savoir si effectivement est-ce que ça peut être une kilonova ou pas. Et donc là il y a des classifications en interne.
et puis les informations de localisation sur le ciel. Voilà, donc avec des heures et des minutes et des degrés. Sachez que c'était quelque chose qui avait été demandé par les amateurs. On avait du mal à se projeter là-dedans. Donc là, voilà, on a vu sur les précédentes observations des degrés, donc on fait des conversions dans nos logiciels, tout ça, c'est un peu galère. Donc ça, voilà, ça a été un petit peu ramené pour que ça soit un petit peu plus simple. Alors, il y a plusieurs cas. Il y a le cas numéro 1. Donc j'ai un gros télescope, un amateur ou un club d'astronomie. J'ai une caméra CCD, j'ai des filtres. Donc là, on va vous demander d'abord de faire des images bleues, puis rouges. Ces images, elles devront être faites avant les 3 jours. Et on demande de faire des pauses longues, plusieurs minutes. Vraiment aller loin dans la détectivité, quoi. Alors, Antoine, est-ce que tu peux expliquer pourquoi le bleu et le rouge? Alors, pourquoi le bleu et le rouge? Parce que on va chercher, en fait, déjà, on va se conformer à des catalogues, on en a parlé tout à l'heure, voilà. Et puis, la kilonova, on cherche des choses qui sont thermiques. Donc, en fait, l'indice B-R va aussi donner une information à permettre de classifier l'objet, permettre de classifier tout simplement l'objet. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est vraiment le cas, on va dire vraiment, voilà, on a un super télescope, on a une caméra CCD, on a un truc à poste, ça marche bien, etc. Donc ça, je sais que dans la salle, au vu du nom que j'ai croisé, je pense qu'il y a des gens qui sont équipés comme ça, c'est super. Après, et puis, excuse-moi de t'interrompre, et puis également, si j'ai bien compris, vous vous attendez à voir des signatures d'objets qui changent de couleur, qui changent de température oui, en quelques jours. Hein. C'est une signature qui est très forte. Tout à fait, tout à fait. C'est comme ça qu'on arrive à le caractériser de toute façon. Mais après, ça sert à rien d'y mettre un spectro, c'est thermique, donc il n'y a pas de but, quoi. Le deuxième cas, c'est on a un télescope on est un peu moins bien équipé, donc on n'a pas de filtre. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouvez très bien faire des images avec une caméra CCD couleur ou une caméra CCD noir et blanc sans filtre. Pareil, on fait des expositions un peu longues. On va voir comment on fait pour faire ces expositions longues et qu'est-ce qu'on réclame. Et faut pas s'inquiéter. Ensuite, vous avez un tout petit télescope. Et c'est pas grave, vous pouvez participer. Pourquoi? Parce que un petit télescope aura sûrement un champ de vue bien plus grand qu'un très gros télescope, et ça va vous aider lors de l'apparition des données issues des 2 détecteurs d'ondes gravitationnelles. Ça va nous aider à faire des détections sur des grandes surfaces. Et vous serez prêt à faire ces images. Donc, faut pas avoir peur de se dire, ouais, mon télescope, il est un peu nul, il est un peu petit, tout, j'ai pas la super caméra, super chère. C'est pas grave. Vous pouvez quand même participer. On va juste voir que dans tous les cas, il faudra essayer que vos données soient calibrées, qu'elles rentrent un peu de manière normalisée dans le système pour aider les astronomes professionnels à pas gérer des listes en permanence et à faire des choses qui ne servent à rien. Et enfin, le dernier cas, c'est que vous n'avez pas de télescope. Et c'est possible. Et dans ce cas-là, en fait, ça vous empêche pas d'interagir avec les autres amateurs. Vous pouvez utiliser aussi le télescope d'un ami. Pas mal de monde qui vient observer moi à la maison. Il y a un intérêt à ça. Hein. C'est pas parce qu'on a un gros télescope que c'est des fois aussi qu'on observe. On est des fois un peu en demande de sujets. Donc, si vous avez des gens qui ont des télescopes autour de vous, des gros télescopes, proposez-leur si vous avez un intérêt. Faut pas hésiter, quoi. Et ça vous permet d'interagir aussi avec les autres. Ce qui est important de retenir, c'est que ce run, ce Ready for 4, en fait, ça va nous permettre à nous, amateurs, de nous entraîner. Et on est sûr, dans les sujets qu'on va pointer, qu'on aura au moins quelque chose à aller trouver, une différence à aller trouver. Si on a des filtres, eh on fait bleu puis rouge, et on essaie de les faire tout au long de la nuit. Si on n'a pas de filtre, eh on fait des images assez régulièrement. Et ça sert à rien d'aller les faire des jours et des jours. Voilà, juste le vendredi, samedi, dimanche, il fait beau, et puis en avant la transmission. Alors, le site donc du Kilonova Catcher étant, comme je disais, avec Sébastien Cardin, est en cours de fabrication. On a tout de même avec le réseau donc du LAL
un cloud. Donc c'est voilà, là il est expliqué sur cette diapo comment s'y enregistrer. Donc vous rentrez votre nom et puis on va vous montrer comment transmettre une image sur ce cloud pour que Sarah et Damien puissent y travailler avec. Voilà, donc typiquement, voilà la première alerte qui a été amenée. Donc on retrouve ici le ZETF, donc le Zwigy Transient Facility 21, donc l'année 2021, et puis le numéro d'alerte qui avait été choisi. Voilà, et puis donc on va mettre dans ce dossier nos images. Alors, il y a quand même quelque chose qui est règle pour les images. Voilà, seulement des images fit. Vraiment, donc ça c'est important, les images .fit. Donc si vous avez des caméras, vous avez l'habitude de faire des images en .jpg, voilà, c'est vraiment il faut vraiment transmettre des images en .fit, c'est important. Le nom de l'image, donc on voit ici le format du nom de l'image. Donc un peu plus tard, je vous montrerai un exemple avec vraiment un cas concret et comment on met le nom de l'image. Vous n'avez pas à transmettre toutes vos images. Si vous avez fait, par exemple, plusieurs poses pour arriver à faire une addition, vous ne transmettez pas toutes les poses. Vous transmettez juste votre image additionnée avec un seul nom. Donc, typiquement, vous faites 10 images, vous pouvez les appeler de 1 à 10. Il suffit donc que quand vous transmettez votre image sur le site Gamma, quel est ce format-là. Donc, votre nom, votre prénom, l'année, le mois, la date, un T, qui veut dire l'heure UTC, donc l'heure vraiment Greenwich, et puis l'heure Greenwich, heure, minute, seconde, et éventuellement le nom du filtre. Donc, le nom du filtre, c'est pas ADR, machin, c'est red, c'est blue, c'est green. Ça va permettre aux professionnels de classer rapidement les images. Et l'un des derniers points, et c'est là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui sur cette présentation, c'est le fit header. Alors ce fit header, je sais qu'il y a des astronomes qui sont rompus et donc ça va un peu les barber, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne set-up pas comme il faut leur planétarium et qui ont des problèmes avec ces choses-là. Par contre, il faut comprendre que aujourd'hui, sur le Ready 404, on va être une trentaine, peut-être une quarantaine à envoyer des images. C'est facile. Dès que les instruments LIGO Virgo vont démarrer, on va être une centaine à transmettre des images. Et donc là, si on peut pas les traiter, voilà, les professionnels vont pas prendre le temps, image par image, de savoir pourquoi vous avez pas mis le bon truc au bon moment. Donc c'est un peu con de passer une nuit à essayer d'observer quelque chose et puis au bout votre image elle est rejetée parce qu'elle n'a pas le bon format. Donc ça je vais vous montrer comment faire pas à pas avec les différents logiciels gratuits et payants. Donc que vous puissiez normalement y arriver. Après si vraiment vous avez des difficultés avec des logiciels spécifiques, il faudra me poser des questions et puis on verra comment on peut y répondre. Donc, ce qui est important, la Right Ascension, RA, le DEC, déclinaison, donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on a observé dans le ciel. La date OPS, donc c'est la date à laquelle on a fait l'image, le filtre qui est repris dedans. La date end, donc ça c'est le moment où l'obturateur s'est fermé, le moment où on a arrêté la pause, et le exposure, donc qui est la durée pendant laquelle on a fait l'image. Donc typiquement, RA c'est 12 heures, 3 minutes, 25 secondes, DEC 22 degrés, 4 minutes et 3 secondes, la date OPS c'est aujourd'hui, le filtre ça va être red, green, blue, la date end c'est la date à laquelle vous avez fini, et l'exposure c'est un chiffre, donc ça peut être 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes, ou maintenant 1500 secondes si vous avez fait une addition. Voilà, si vous avez pris une pause très longue avec beaucoup de pauses, l'exposure sera très longue. Et le date OPS, ça sera la date à laquelle vous avez fait la première image, et le date end, la date à laquelle vous avez clôturé la dernière image de votre addition. Voilà pourquoi on a besoin de tout ça. On cherche des objets très variables et très rapides. Donc on a vraiment besoin de ces dates-là comme il faut à jour. Est-ce que le binning est important? Alors, le binning, en fait, je vais y venir juste après, vous montrer comment on peut utiliser et savoir si notre caméra elle est adaptée à ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc là, c'est une diapo qui vous montre un petit peu le choix qu'on peut amener sur les objets transients. Sarah a une intervention qui se fait, je pense, lundi après-midi, et donc elle vous donnera aussi un peu plus d'informations sur cette partie film. Voilà.
Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on va, le programme va démarrer courant juin et s'étaler donc pendant tout l'été. Donc, avec ces alertes FINC, les ZTF et Grand Mât, qu'on a vraiment 3 jours tout le week-end pour s'y consacrer. Il faut mettre nos images donc sur le cloud du Grand Mât. Et il faut pas hésiter à s'inscrire sur le Slack si on a des difficultés, ne serait-ce que simplement des difficultés de connexion, quoi. On n'y arrive pas. Il y a énormément d'amateurs un peu partout sur la planète. Il y a des gens qui parlent français, il y a des gens qui parlent anglais, des gens qui parlent espagnol, allemand. Donc, il n'y a pas de raison que on n'arrive pas à discuter, à vous aider et à ce qu'on y arrive également. Voilà. Donc, c'était vraiment la partie actualité Grand Mât et puis la partie rapide d'intervention sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer. On va ralentir le rythme et on va voir ensemble comment on peut faire et comment il faut faire pour arriver à envoyer une image à Grand Mât. Donc j'ai essayé d'être très didactique. Je transmettrai les diapos à Monsieur Midabel pour qu'il puisse vous le communiquer. Et donc, j'ai fait des captures d'écran, des 2 logiciels que je dispose et des logiciels gratuits pour vraiment vous aider. Donc, on retrouve ce qu'on vient de se dire. Qu'est-ce qu'il faut paramétrer? Donc, c'est nos logiciels. Comment? Est-ce que quand j'ai fait une image, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est de bonne qualité? Est-ce qu'elle va permettre aux professionnels de pouvoir les utiliser? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et comment je peux m'assurer que cette image-là va pouvoir être utilisée, passer à la moulinette dans les logiciels professionnels? Donc voilà, comment on peut arriver à obtenir tous ces chiffres-là sur nos images-là? Comment on fait pour que notre logiciel il nous débite toutes ces informations? Donc, j'ai pris comme référence MaximDL et Prism. MaximDL qui est le logiciel anglais un peu de référence et Prism qui est français. Et je vous montrerai en dernière partie Aladdin, AstroImageJ et Au-delà, qui sont 3 logiciels gratuits et pareil pour arriver un peu aux mêmes choses. Donc, ce qui est important pour utiliser, là, je pense que la solution la plus intéressante, c'est d'avoir des logiciels de planétarium qui font vraiment tout. C'est-à-dire, votre monture est connectée, la caméra est connectée, la roue à filtre est connectée, tout ça est connecté au même logiciel et tout le monde arrive à discuter facilement avec ces 3 composants. Ça permet, quand on réalise l'image, de récupérer toutes les informations de ces 3 éléments et de mettre tout ça dans le feeder déjà de manière vraiment automatique. Donc, on peut, si on veut faire un autocontrôle au départ, par exemple avec MaximDL, ici, cliquer sur le bouton feed-header qui est là, et on regardait si son feed-header est complet. C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve le RA, le DEC, l'exposure, le DAT-OPS, le DAT-N. Donc, on voit ici, là, que tout ça, ça s'est correctement rempli. Il y a des chiffres en secondes, bien comme il faut, tout est bien réalisé sur cette image-là. Et on va voir comment on peut y parvenir. Donc, moi, je vous conseille, voilà, dans MaximDL ici, de vraiment aller dans le fichier. Donc, je vous ai mis ici à droite, vous avez les différents liens pour y aller. Donc, là, on est vraiment dans les settings du logiciel. Donc, mettre qui on est, le nom d'observatoire, le nom du télescope. On voit ici l'objet, donc c'est automatique. Le logiciel va automatiquement mettre la bonne RA, DEC issue de la monture. Là, on est dans l'autre partie, le site et l'optique. Donc, on voit que ma position sur la planète est bien renseignée et j'ai correctement ici renseigné mon télescope. Tout ça, ce sont des éléments, pareil, qui vont se retrouver dans le feed-header et qui vont aussi permettre de calculer l'angle de vue sur le ciel, les différentes paramètres de l'image. Donc, ça, c'est vraiment des choses importantes. Donc, on voit ici comment on peut arriver pour y accéder dans MaximDL. Alors, Prism est un petit peu plus compliqué. Il faut le faire sur plusieurs onglets, mais il n'y a pas de souci. Le site, d'abord, qui est dans l'onglet configuration, où il faut aller remplir le site par défaut. Donc, moi, ici, je suis à clic en France avec ici la position correcte. Donc, à vous d'aller chercher votre position. Il y a ici une liste de villes proposées. Je vous conseille quand même de rentrer ici avec l'outil de configuration, votre site vraiment précisément. Il y a un petit outil Google Maps, si vous n'avez pas réussi à trouver votre position sur la planète en degrés minutes,
N'hésitez pas, Google donne de l'information. Votre téléphone aussi, le GPS du téléphone, en le trifouillant, des fois, on arrive à trouver la position, donc ça permet de bien caractériser son site. Alors, l'onglet de caractérisation du télescope, lui, il est en cliquant dans la carte du ciel. Donc ici, on voit qu'on a renseigné la caméra, on a renseigné également les informations du télescope, et ça, pareil, ça va permettre de bien calibrer notre image. Voilà. Alors, Maxime DL, il faut penser que je il me semble que j'ai zappé. Voilà, oui, j'ai passé le diapo un peu vite. En cliquant à droite dans la carte, on continue dans ce même onglet. On retrouve ici donc les informations du lieu. Donc on voit que le PUC c'est bien rempli. Et on a ici également les informations de date. Alors les informations de date, c'est vrai que souvent aujourd'hui les ordinateurs sont connectés à Internet. On a facilement des dates et des heures assez précises. On n'est pas dans le cadre de l'observation planétaire. On va chercher des microsecondes, voilà, les phénomènes mutuels, etc. Où on a vraiment besoin de datation extrêmement précise. Une datation précise à la seconde, c'est parfait. Si vous voulez aller plus loin, et il y a un petit logiciel qui est gratuit qui s'appelle Dimension 4, qui se lance au démarrage du Windows et qui va interroger des serveurs de temps régulièrement et qui vous met votre ordinateur à jour assez régulièrement avec une bonne base de temps. Ça, c'est un bon point de départ, une bonne habitude. Ça permet vraiment d'avoir un référentiel de temps quand on fait ces images bien calées. Alors, notamment les PC d'observatoire qu'on allume un peu moins souvent. Donc là, au moins, on est sûr d'avoir une bonne base de temps quand on fait ces images. Voilà. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est interactif. J'essaye. C'est un peu étrange. J'ai plus l'habitude d'avoir du monde devant moi. Là, je parle à mon écran tout seul. C'est un peu étrange. Donc, n'hésitez pas, intervenez, posez-moi des questions, ou si ça va trop vite, ou si vous manquez d'informations, n'hésitez pas. Alors, quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est les filtres. Alors, les filtres, on a acheté la boîte à filtres, super, on y a mis des filtres dedans, ils valent une fortune, on est tout content, et souvent, là, on met un peu ce qu'on a envie. Alors, c'est là un peu où il va falloir un peu se caler, et vraiment essayer de respecter les normalisations des noms des filtres, c'est-à-dire, donc c'est vraiment red, green, blue, clear, et puis si vous avez des filtres particuliers, mais nous on en aura un peu moins besoin, prenez-en l'habitude de vraiment les nommer correctement. Ensuite, sur le fit header, il y a une norme. Le protocole header a été normalisé il y a de nombreuses années. On peut même mettre après, si on veut, R, G, B, C, L, vraiment avoir une lettre qui caractérise le filtre. Certains groupements d'astronomes professionnels réclament le nom du filtre en toutes lettres ou l'abréviation par la lettre. Donc là, vous avez le choix. La machine arrivera à vous comprendre. Mais c'est quelque chose qu'il faut penser. Donc dans MaximDL, c'est ici dans l'onglet caméra. Donc on a cliqué sur la petite caméra ici, comme quand on veut faire une image, et on a rentré dans le setup filter qui nous ouvre cette petite boîte. Et puis là, on rentre comme il faut tous les noms de ces filtres. Donc pensez bien à aller y voir. En même temps, vous, derrière, ça vous permettra de savoir avec quel filtre vous avez fait votre image préalablement. MaximDL, c'est la même chose. On est dans l'onglet configuration, on est allé chercher notre roi filtre qui est ici, et puis il nous donne un tableau dans lequel on rentre patiemment le nom de ces filtres. Alors après, il y a tout plein de fonctions complémentaires, on peut mettre des trucs de mise au point, etc. Tout ça, franchement, je vous laisse faire. Vous connaissez votre matériel sûrement mieux que moi. Mais vraiment, j'insiste, c'est red, blue, green, clear. Ne mettez pas BADR, une référence, un machin. Le filtre, il est bleu, il est rouge, il est vert, il est transparent. Voilà, red, blue, green, clear, HFA, mais voilà, ne vous prenez pas la tête à rentrer des références pas possibles. On n'en a pas besoin. Voilà. Donc, je sais que quand on a fait le recensement des astronomes amateurs, c'est moi qui m'en suis occupé et on avait des gens qui nous mettaient presque le nom du magasin où ils avaient acheté les filtres. On n'a pas besoin. Red, blue, green. Évitez-vous des complications et même pour vous, ça vous simplifiera la vie. Alors, on a parlé du billing tout à l'heure, une question qui est montée sur le billing. Ça, c'est un schéma, c'est un vieux schéma que j'ai repris un peu au bout du jour et ceux qui ont fait de la photo argentique s'en rappelleront. On a donc sur l'axe des X des unités de temps, donc ça peut être des secondes, des minutes, des heures, peu importe.
Et on a sur l'axe des Y le flux. Donc c'est-à-dire, on en vient d'en parler, l'intensité lumineuse qu'on reçoit de l'objet. Donc là, typiquement, c'est une étoile. Ce qu'on voit, c'est que cette étoile, sa luminosité au moment où on fait la pause est à peu près constante, elle varie pas beaucoup. Eh bien, on va avoir une partie du temps de pause où le CCD va avoir du temps à réagir, il va rien se passer. Il va y avoir une partie du temps de pause où le signal va commencer de monter, mais ce n'est pas linéaire, c'est ce qui est en dessous du point A. La zone entre A et B, où on est dans les faibles luminaires, et là, il y a des loups qui se cachent avec des caméras CCD. Si un jour vous avez 5 minutes, amusez-vous avec notamment les caméras ATIC à essayer de faire la photométrie là-dedans. Vous allez voir qu'il y a des choses sympas à voir qui sont pas du tout linéaires. Et ensuite, par contre, là, l'objet, lui, continue de briller normalement et l'intensité commence à monter. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est que notre étoile, ce qu'on cherche à mesurer, donc notre élément variable, et nos étoiles de comparaison, soient compris dans cette zone linéaire. Donc ça, c'est pour une caméra amateur, on va dire, classique. On a les ADU, on va voir comment on arrive à voir cette valeur dans le logiciel un peu plus loin, compris entre 15 000 et 50 000, quoi. 50, 55 000, voilà. 15 000, 55 000, généralement, c'est la bonne zone de linéarité. Ce qu'il faut se méfier, c'est que souvent, dans le champ, vous pouvez avoir une étoile très brillante. Si vous prenez en photo Vega, si vous faites une pause de 1 dixième de seconde, vous avez Vega. Si vous faites une pause d'1 minute, vous avez un espèce d'énorme pâté au milieu de l'image qui est Vega, mais vous voyez les étoiles qui sont en arrière-plan beaucoup plus faibles. Ce que nous, on cherche à voir, c'est les étoiles en arrière-plan beaucoup plus faibles. Les objets qu'on va vous donner à observer, ce sont quand même des magnitudes faibles. Donc, il va pas falloir hésiter à poser, à y aller, quoi, à faire du temps de pause, quoi. Plusieurs dizaines de secondes, voire 1 minute plus loin. Après, si l'appareil vit bien et que vous arrivez à faire des images plus longues, super. Mais attention à bien rester dans cette zone linéaire, que votre cible et vos étoiles de comparaison soient bien notées. Donc, pensez bien que dans votre champ de vue, vous avez peut-être une galaxie, par exemple, ou une étoile brillante qui va être saturée. Ce n'est pas grave. On cherche pas à faire des images de l'apode. Et je vais vous montrer des images de science. Vous allez voir, on travaille avec des trucs qui sont cracra, pas beaux, mais c'est pas grave. C'est l'information qui compte. Donc ça, ce petit schéma, gardez-le bien en tête. La partie basse, mais c'est pas du tout linéaire et pour faire de la photométrie, c'est pas bon. Et en haut, là, on voit que la courbe commence à s'aplatir. C'est plus linéaire non plus. Donc pareil. Un petit point de départ. Un télescope de 200 à FD5, donc typiquement le Skywatcher ou le Bresser. 1 minute 30. Normalement, si votre monture est un peu en station et que vous arrivez à faire un peu de guidage, logiquement, vous devrez arriver à faire une pause. Un télescope de 300, donc plutôt un télescope de club, 1 minute. Déjà, à la base, 1 minute, on va avoir du flux. Le C11, pour ceux qui ont des chiffres Casbah, pensez à votre correcteur de champ, au réducteur de focale, parce que les focales sont longues. Donc, avec le réducteur de focale, 60 secondes, mais sans le réducteur de focale, rapport photographique est lent, il va falloir poser un peu plus long. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Pareil, vous connaissez votre matériel, il faut essayer de suivre. Alors, si on additionne du bruit, on obtient du bruit. Voilà, ça, mais si les musiciens jouent pas en rythme, ils font du bruit, et au bout, c'est pas la même chanson, c'est du bruit. Donc, attention au bruit. Le but du jeu, dans notre cas, c'est d'aller chercher le plus grand rapport signal à bruit. On en a un peu parlé ce matin. Et je vais encore y insister pour vous montrer comment aller regarder ce rapport signal à bruit dans vos images, comment le calculer simplement. Donc, il faut expérimenter sur vos images. Attention au truc tout fait en disant, ouais, d'habitude, je fais 30 secondes, ça marche. Non. Toutes les nuits sont différentes. Toutes les conditions sont différentes. Toutes les absorptions atmosphériques sont différentes chaque nuit. Un petit contrôle, ça prend peut-être 3-4 minutes la première nuit et ça vous prendra 10 secondes tout le reste de votre vie. Et vous ferez sûrement aussi des images, on va dire, de magazines, des belles images sûrement bien meilleures avec cette idée de rapport signal à bruit derrière vous et dans votre tête. Un petit conseil au passage, la lune se lève, et bien on va décroître le temps de pause et vous êtes très proche d'une ville, vous êtes même en ville sous un lampadaire. Essayez de baisser un peu votre temps d'exposition, on va voir un peu pourquoi. Alors ça, c'est un petit graphique. Alors, faut pas avoir peur. On a donc la courbe bleue, qui est la courbe de notre étoile. On la retrouve un peu sur le schéma théorique qu'on a vu. Et puis, on a la comparaison du fond de ciel
avec un fond de ciel très sombre, donc c'est la courbe jaune, ou un fond de ciel de vraiment de ville qui est la courbe rouge. Et à droite, c'est le rapport signal à bruit, c'est-à-dire la courbe bleue divisée par la courbe rouge ou la courbe bleue divisée par la courbe jaune. Et on voit bien que dans cet indice de temps, si on est sous un ciel qui est très brillant, eh bien on aura le meilleur rapport signal à bruit, par exemple dans cet exemple-là, avec le référentiel de temps 7, alors que pour le même objet, la même étoile, dans un ciel de campagne très noir, on aura le meilleur rapport signal à bruit vers l'indice de temps 12. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes sous un ciel vraiment de campagne très très noir, eh bien, vous pouvez vous permettre de continuer de pousser. Mais si vous êtes sous un ciel de ville, n'hésitez pas à regarder le rapport signal à bruit, vous verrez, il s'effondre à un moment donné. Donc, ça sert plus à rien de poser. On accumule du bruit pour additionner du bruit, ça ne fera que du bruit. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est du signal. Économisez votre temps. Il vaut mieux faire, dans ces cas-là, plusieurs images avec le rapport signal à bruit plus important que de vouloir absolument faire 500 secondes de pause qui ne servent au bout à rien. Donc voilà. Donc ça, c'est des petites choses, c'est des deux petits schémas que je vois pas souvent et moi que j'aime bien montrer. Alors, voilà un petit peu les images, la belle image à droite, super belle, sûrement un bout de Trifid, on a l'impression. On comprend une pose unique et on voit, pour ceux qui sont un peu moins initiés, que le fond de ciel est de suite bien moins granuleux, que les petites étoiles sont beaucoup plus piquées, que la définition est bien meilleure en additionnant un nombre d'images importantes. Et on comprend que si on additionne ici 30 fois ça, on obtiendra quelque chose qui est pas bon. Il vaut mieux quand même additionner 30 fois celle du bas. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut vraiment montrer. Mais dans ces images-là, malgré tout, on arrive à faire de la bonne science, quoi. On arrive à faire de la bonne science. Donc quand on en est là, eh bien on mesure le rapport signal à bruit des étoiles, et s'il est à son maximum, ça sert à rien de vouloir poser encore plus, surtout que derrière on va finir par saturer les éléments qui nous serviront de comparaison. Donc ça c'est vraiment important. Alors le dark, il faudrait calibrer vos images tout le temps. Les flats à éviter, surtout si vous savez pas faire, et surtout si vous avez des difficultés à le faire. Donc un bon dark et un bon offset. Pour ceux qui sont nomades, je vous conseille de faire les darks en milieu de soirée. Donc, c'est-à-dire, vous arrivez, vous avez déplié votre matériel, vous avez fait une mise en station, vous avez dit, ah, mais tiens, ce soir, oui, on est vendredi, il y a le Ready for 4, hop, je vais observer ma cible, je fais ma cible, je fais mon dark, je fais mon offset. Et après, je fais ce que je veux. Soit je continue, etc. Mais au moins, les images de calibration, je les ai. Parce que souvent, on se dit, il fait beau, je suis pas fatigué, alors je vais poursuivre. Et puis, on arrive au bout, l'appareil photo a plus de batterie, le powerbank là il est tombé en rade, l'ordinateur a planté, il fait pas beau, on est fatigué, on va se coucher, on a fait des bêtises et on a oublié de faire l'image calibration. On voit l'intérêt. Donc en haut à gauche on a une image d'une caméra professionnelle qui ne comporte ou qui a un niveau de dark très très faible. À droite la même image faite avec une caméra amateur. Ici l'image de dark que vous pouvez faire en milieu de soirée. Et puis ça, moins ça. Et on voit la différence de suite, les petites étoiles qui apparaissent au fond, le détail qui apparaît dans la galaxie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Pensez à faire vos images de calibration, surtout que vous avez qu'une cible à observer. Donc c'est quand même pas compliqué d'aller au bout du truc. Alors, comment on fait pour voir ce fameux rapport signal à bruit? Comment on peut arriver à le voir? Alors, avec Maxime DL, il suffit simplement de cliquer ici sur la petite cible, de se mettre en mode aperture, et puis d'aller cliquer sur une étoile. Et alors là, ce truc-là, il est super bien, et je pense que il y a Laurent encore dans la salle, il doit faire un bond de 8,23 m. Ici, on voit qu'il y a une étoile dans mon champ de 0, dans mon champ de fond de ciel. Donc ça, c'est vraiment la connerie à éviter, l'étoile dans le petit anneau. Donc en cliquant sur le bouton droit de la souris, vous pouvez modifier la taille de ces anneaux. Les règles à respecter. L'étoile que vous mesurez doit être comprise bien comme il faut dans le premier cercle, pas trop. Donc là, mon premier cercle est même un peu grand. Et il faut se débrouiller à ce que cet anneau-là ne comporte pas d'étoiles. Donc on va voir que dans des champs comme celui-là où il y a beaucoup d'étoiles, mais il faut un peu ruser. Et on retrouve ici le flux. Voilà, donc le nombre d'AVU qu'on a pour cette étoile. Donc on voit ici,
on a un nombre d'ADU qui est assez faible. Donc, dans ce cas-là, j'aurais dû poser un peu plus longtemps. Ça aurait pas été un luxe, quoi. Ça aurait pas été un luxe. Par contre, on voit que je ne suis pas à 65 000 ou à 55 000. Donc, cette étoile-là, visiblement, n'est pas saturée. Et on voit ici le rapport signal à bruit, le petit logiciel qu'il donne. Ici, on a un rapport signal à bruit de 6. Donc, c'est un peu limite. Si j'avais posé beaucoup plus longtemps, on aurait vu le rapport signal à bruit ici s'envoler. Donc, c'est là où il faut pousser un peu le temps de pause au fur et à mesure. Et puis, on se dit, bon, ben voilà, j'ai mon temps de pause maximal. Je fais mon imagerie. Prism, donc, a tout à fait le même outil qui s'appelle le centroïde évolué. Voilà. Bon, il faut juste le savoir. Moi, j'ai mis un moment à le trouver. Ce centroïde évolué, et pareil, il nous montre l'étoile en gros plan, ce qui se passe. Il montre comment il a fait sa mesure et il nous donne ici le nombre d'ADU et pareil, le rapport signal à bruit. Donc là, on voit que le nombre d'ADU est très grand. L'image est une image d'onde gravitationnelle. Je n'ai pas fait l'éclate. On voit bien ici les grosses traces de doigts sûrement sur un filtre. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez envoyer des images comme ça. Par contre, le rapport signal à bruit, on le voit ici bien plus grand. Donc, bonne image. Voilà. Faut pas hésiter à faire ce genre de choses. On voit que dans le cercle de mesure extérieur, il n'y a pas d'étoiles. Ça, c'est une bonne image. On peut regarder aussi la rotondité des étoiles. Ça, si vous avez un télescope qui a tendance à vibrer, vous allez avoir des étoiles qui sont pas très rondes, un peu patates. Et donc, forcément, le rapport signal à bruit, il s'effondre parce qu'on étale le flux. On n'arrive pas à le focaliser correctement. Donc, un télescope qui suit bien, c'est un télescope qui va faire l'image plus rapidement. Alors, voilà, donc au final, quand on fait une image en ayant renseigné un peu tous les champs, eh bien, on a ici toutes les informations dans le feeder. Donc voilà pour le vaccin DL. Prism, c'est un petit peu différent. On a l'outil information qui est là. Et on a toute l'information qui est ramenée, présentée dans plusieurs onglets. Donc, il ne faut pas hésiter à se balader et à regarder que tous les onglets se soient bien remplis. Logiquement, si vous avez seté votre télescope correctement, si vous avez seté vos filtres correctement, si vous avez connecté votre caméra correctement, vous avez fait une image avec l'un des deux planétariums, logiquement, ici, vous avez toutes les informations et à partir de là, vous êtes prêt pour envoyer cette image au réseau Grand Mât sur le ARM Cloud. Pas de souci. Ce que je vais vous montrer juste après, c'est juste pour aller un peu plus loin. C'est juste pour vous faire plaisir à vous, pour vous apprendre des trucs, si vous voulez transmettre des choses qui ont un plus de qualité. Et on va voir que ça peut servir aussi pour plein d'autres choses. Donc, typiquement, c'est de l'astrométrie. Donc, comment on peut donner une solution astrométrique à une image. Donc, la solution astrométrique, elle va permettre de mettre des informations dans le feeder qui vont donner des informations géométriques de l'image. Vraiment, la déformation de champ, le centre précis, la dimension précise. Donc, dans Prism, c'est ici, donc c'est dans l'analyse et calibration astrométrique. Une astuce, moi j'ai pas mal galéré avec Prism. Ici, je coche voir l'état du calcul. Il va détecter les étoiles, il va s'arrêter et il va vous proposer une deuxième fenêtre pour vous aider à... Donc voilà, on voit ici la détection des étoiles. Et il s'arrête pour vous donner l'état du calcul. Donc ça évite en fait des photométries qui n'aboutissent pas avec Prism. Voilà, c'est la petite astuce. Surtout qu'on voit ici que les étoiles ont été bien détectées. Si on arrive au bout, et si on a choisi ici un catalogue, donc typiquement je choisis moi un catalogue USNO, donc là pareil, amusez-vous, faites des essais chez vous, regardez si vous trouvez les bons catalogues. On voit qu'ici on a les bleus et rouges du catalogue qui sont utilisés. Mon télescope est correctement renseigné, ma taille de pixels aussi. Vous voyez, quand on a connecté la caméra, tout ça s'est fait. Les logiciels, ils sont bien faits. C'est des miracles de programmation. Donc, on arrive vraiment à des choses super sympas. Mais on voit ici que ça nous a trouvé la position de toutes mes étoiles. Voilà, donc, mon image, elle aura dans son feeder des informations géométriques qui vont permettre de l'utiliser beaucoup plus facilement. La photométrie, donc c'est le même outil, analyse et puis ensuite photométrie. Donc là, il va aller chercher le même catalogue et il va coller à chaque étoile, si elles ne sont pas saturées, une magnitude de référence. Et avec l'outil de photométrie de Prism, CTRL-M, donc c'est le petit raccourci clavier, on vient sélectionner les étoiles et paf,
là, il nous sort donc les informations. Donc, par exemple, cette étoile-là, on voit qu'elle a un rapport signal à bruit de 30. Sa position ici est parfaitement connue, à la seconde près, et on a des magnitudes avec même la petite erreur qui va bien. Donc, honnêtement, voilà, c'est de la bonne science. Ça veut dire que derrière, le professionnel, si tout va bien, il prend l'image, il arrive au même résultat que vous. Il n'a pas besoin de faire toutes ces calibrations. Maxime DL, il est un peu plus capricieux, notamment au niveau des magnitudes. On va voir que la photométrie se réalise assez simplement. Analyse, performe calibration. Un petit astuce, ici, Maxime DL va vous donner au bout, moi j'aime bien, la focale. C'est un bon autocontrôle. Si ici vous avez un chiffre qui correspond à votre focale, c'est souvent que l'astrométrie s'est bien déroulée. Ça, c'est chouette. Bon, moi, c'est une petite astuce que j'aime bien. On reprend la loupe, on se met en mode astrométrie, et ici, on voit que quand je me balade sur mes étoiles, maintenant, elles ont une position. Par contre, j'ai toujours pas de magnitude. Il va falloir que j'utilise cet onglet-là pour donner une magnitude à l'étoile. Alors, comment je vais faire? Je vais utiliser Aladdin. Alors, Aladdin, vous connaissez le logiciel du CDS. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Il n'y a aucune installation. Vous le copiez-collez sur votre bureau. Vous y cliquez dessus. Ça se lance. Le premier lancement, soyez patient. Ici, vous allez voir des chiffres qui défilent. Ça, c'est des catalogues qui se chargent. Et ils chargent en fait un nombre de catalogues incroyable. Moi, pour l'amateur, j'utilise beaucoup le catalogue UTAC 4. Pourquoi? Parce qu'il a tous les filtres, bleu, vert, rouge, un peu compatible avec nos filtres qu'on connaît nous. Et en fait, il est relativement complet et correspond bien en termes de profondeur aux images que nous on a. Petite astuce encore, ici, sur ma droite, on voit mon repère. Cette image, c'est l'image que je viens de faire avec Maxime DL. Et ce repère-là, dans l'angle, m'indique que mon image, la solution astrométrique a été lue. Donc, on a fait une image avec un planétarium, tout seul dans son jardin. On a fait une astrométrie, on la jette dans Aladdin, qui est quand même un outil professionnel, et paf, on a collé cette image-là sur le ciel. Donc ça, c'est cool, c'est une bonne chose. Voilà, donc là, je choisis mon catalogue. Je vais choisir une étoile de référence que j'ai préalablement repérée dans Maxime DL, et je vois que mon catalogue CAC ici me donne toutes les magnitudes dans toutes les bandes que je veux. Donc soyez bien prudents. Si vous avez fait une image avec le filtre vert, eh bien, prenez bien l'image verte. Si vous avez fait la magnitude verte, si vous avez fait une image avec le filtre bleu, prenez bleu. Et si vous savez plus, eh bien, ouvrez votre filter. Si vous avez correctement seté vos filtres, à l'onglet Filter, il doit y avoir un R ou un Red ou un G ou un Green. Vous allez pouvoir vous y retrouver. Je prends ma valeur, je la note sur un bout de papier, hop, et je vais la rentrer dans mon logiciel. Et je vais venir recliquer sur mon étoile. Alors oui, Laurent, j'ai fait de la photométrie avec cette étoile dans le champ, toute pas belle. Je suis désolé. Bon, c'est comme ça. Mais c'est pour montrer ça, cette mesure-là, elle est pas bonne. Vous voyez, cette étoile-là dans le champ de cercle de mesure, ça c'est vraiment à éviter. Donc là, j'ai refait les choses comme il faut. Et au miracle, ici, je vais voir apparaître mes magnitudes, mes positions. Et ça me permettra de faire une mesure d'un objet. Ce qui est assez sympa dans ce genre de choses, c'est de faire un autocontrôle. Je choisis une étoile, j'y clique dessus, je reviens dans Aladdin et je regarde si la magnitude calculée par mon planétarium et la magnitude catalogue, est-ce qu'elles sont proches. Je vous demande pas de faire des précisions de folie, il n'y a pas besoin, c'est pas votre travail. Si la magnitude elle doit être de 11,34 et que vous trouvez 11,28, pas grave. Par contre, si vous trouvez 223,12, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, on a droit à des petites erreurs, mais il ne faut pas non plus trouver. Je vais finir avec donc, la méthode freeware. Donc ça, c'est vraiment si vous n'avez pas, parce qu'un prisme, c'est quand même un achat, un Maxime DL, c'est aussi un achat. Je suis conscient que l'astronomie doit pouvoir être faite avec des choses gratuites, et donc j'y tiens. Donc vous avez le logiciel qui s'appelle Au-delà qui permet de gérer des télescopes, gérer des caméras, gérer des roues à filtre, faire des scripts, etc. Très bon logiciel, très simple. Pareil, dans l'onglet configuration, vous avez le site, le télescope, la caméra, la roue à filtre. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc une petite vue de l'onglet site, une petite vue de l'onglet roue à filtre. On clique sur les filtres, on met le nom comme il faut. Et voilà un feed header dans Au-delà. Alors j'aime bien parce qu'il est coloré celui-là, et moi je trouve qu'il est assez facile à lire. Et on retrouve toujours les mêmes dénominations, c'est-à-dire l'onglet égal craque la valeur. Et donc ça, les routines d'observation professionnelle, elles vont venir lire ce qui se passe là-dedans. Et donc si c'est bien rempli, correctement rempli, votre image, elle passe comme une lettre à la poste.
Alors, si en plus vous avez fait de la photométrie et de la calibration astrométrique, c'est génial. Donc là, pareil, il y a un petit onglet photométrie. On clique, on va prendre une étoile de référence catalogue qu'on a fait avec Maxime Liel, et puis on rentre notre valeur, et on clique sur l'étoile qu'on veut dans l'image, et paf, ça vous donne une valeur. Et on se compare avec les catalogues si c'est bon. Alors, une petite chose qui est sympa, si vous avez si voilà, vous êtes allergique au planétarium, il y a également une solution qui s'appelle astrométrie.net. Alors là, c'est encore plus facile. Votre image, elle peut même être au format JPG, si vous voulez, si vraiment vous êtes allergique au filtre, ou que votre caméra les arme. On met l'image sur astrométrie.net, on l'upload, et tout seul, il va réussir à retrouver où on est sur le ciel. Donc ça, il faut être patient, il faut simplement mettre l'image et attendre. Ça peut prendre une minute, voire un peu plus, en ligne, ça se fait en ligne. Donc ça, c'est vraiment, vous êtes dehors avec une petite lunette et un appareil photo Canon, vous avez fait votre photo de la zone sur le ciel, et puis le lendemain matin, quand vous faites votre traitement d'image, vous pouvez la mettre dans astrométrie.net, ça vous fera une calibration astrométrique quasiment tout seul. Par contre, il faut être un peu patient. On télécharge l'image et on attend, et donc quand il a fini, il vous met un success, et il faut cliquer sur le Go to Result page. Parce que souvent, on est un peu bloqué, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, on appuie sur le Go to Result. Et là, paf, voilà mon image avec les étoiles de calibration et leur nom. L'objet qu'on a cherché, bon là, c'est très évident, une énorme galaxie. Et au miracle, on peut aller télécharger une image FIT dont l'entête sera quasiment bien remplie. Donc, ça, vraiment, pour ceux qui sont vraiment coincés au niveau matériel, planétarium, etc., il y a cette solution-là. Comment on peut faire un peu de photométrie sur cette image? On peut utiliser donc Aladdin. Voilà. Donc là, quand j'ai mis mon image dans astrométrie.net, crac, il m'a donné ici la bonne information de calibration. Mon image, elle s'est collée sur l'image en arrière-plan du SDSS. On voit que ça s'aligne parfaitement. Donc ça marche vraiment super sympa. Avec Aladdin, avec AstroImageJ, on charge une image. Alors j'aime bien AstroImageJ pour de la photométrie un peu plus technique. On va voir pourquoi. Il y a un outil qui s'appelle multi-aperture photométrie et qui va permettre de faire de la photométrie à étalons multiples. Et on va pouvoir choisir soi-même les étalons. Donc là, on est vraiment le degré de photométrie encore un peu un cran au-dessus. Le logiciel est gratuit, c'est facile, mais pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc l'outil est là. On a tout un lot d'informations et de caractérisation des différents cercles. C'est ici. Donc en baladant le cercle sur l'image, on va voir ce qui se passe. Et on va placer les apertures. D'abord la cible qu'on cherche à mesurer, et ensuite les étalons. Et dès qu'on va passer au mode étalon, il va nous ouvrir une fenêtre et il va nous envoyer, si l'image a été calibrée au niveau astrométrique correctement, direct sur le CDS. Alors voilà une belle erreur, c'est pour ça que ça me plaît, j'ai choisi cette étoile-là étalon, qui me semblait de magnitude équivalente, qui semblait pas saturée, ça semblait bien se passer. Et là, attention, une étoile variable, V étoile. Donc cette étoile-là, effectivement, il me donne toutes les informations, mais elle est variable. Et il me dit bien en anglais, variable star. Et donc, si j'introduis une étoile variable comme étoile de comparaison, tout ce que je vais mesurer sera variable. Donc, méfiez-vous bien de ce que vous faites. Le diable est dans les petits détails. Attention aux étoiles de comparaison. Il faut qu'elles soient d'intensité lumineuse à peu près équivalente, d'indice B-V équivalent, mais ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire le pro du pro. Et surtout, pas variable. Ça, c'est vraiment des choses, il faut vraiment s'y concentrer. Donc voilà, et derrière, je peux choisir mes étalons et on me donne une magnitude ici, avec même une marge d'erreur. C'est vraiment bien fait. Et on peut mettre autant d'étalons qu'on veut. Donc ça, c'est chouette. Surtout si vous voulez faire de la récurrence et des observations continues d'objets avec des étoiles d'étalons bien caractérisées. Cette image-là, quand je fais l'image pro, je la transmets. En plus, je fais une impression JPG de ça. Parce que mon professionnel, au moins, il se dit, ah ben voilà, Caillot, il m'a pris ces comparaisons-là. Il y a un petit tableau qui sort avec les coordonnées des étoiles, les flux et tout, c'est tout bien carré. Honnêtement, si vous faites des observations en photométrie comme ça, c'est vraiment classe, quoi. Alors, l'image, elle est faite. Maintenant, il faut la mettre sur le cloud. Et monsieur Midaven, 3 minutes et j'ai fini. Voilà comment ça marche. Caillot, Antoine, 2021, 6 juin, T pour UTC,
et ensuite l'heure à laquelle j'ai fait mon image. Donc cette image-là, je l'aurais fait à 18h12 par exemple. Pensez bien aux tirés. Vous voyez, ici, les tirés, ils sont pas au même endroit, etc. Essayez, faites-vous une première image et puis ensuite, vous avez juste à vous modifier un petit peu les choses. Il y a des planétariums qui permettent de caractériser nos images. Pas hésiter à le faire. Alors, il y a des bêta-testeurs. Il y en a certains qui sont avec nous dans la salle. N'hésitez pas à envoyer un mail à Damien si vous avez besoin, ou à Sarah, ou à moi si vous avez. Vous avez les adresses mail dans le trombinoscope. Discutez-en entre vous, inscrivez-vous sur le Slack, n'ayez pas peur de poser vos questions. Voilà, tout le monde a des fois des activités, mais on répond. Voilà, ça c'est vraiment, n'hésitez pas. Et nous, on va se charger de la partie, on va dire, bêta-test. Donc, on compte un peu sur vous aussi pour amener des images et voir un peu vos soucis, quoi. Voilà. Et puis, la conclusion, c'est quand même un regroupement d'astronomes amateurs et professionnels. Donc, il faut vous dire que quand vous êtes dans votre jardin avec votre petite lunette, votre petit télescope, eh bien, vous êtes quand même aux côtés de gens qui ont des télescopes comme sur ces images-là. Ils font pas des images mieux que vous, ils font des images de science comme on a vu, des galaxies toutes pourries, des étoiles, des champs où il n'y a rien à voir à part des points, mais ça les aide, vraiment ça les aide. Et donc nous, amateurs, on a vraiment une chance de pouvoir aider les professionnels à caractériser ces objets. Encore une fois, c'est pas de la science à long terme où c'est connu et on cherche à affiner le 14e chiffre après la virgule. Quand on observe ces cibles-là, on ne sait pas ce que c'est. On est des découvreurs, c'est vraiment hyper actif comme collaboration et c'est vraiment naissant. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. Moi, quand j'observe le soir avec mon télescope, je me dis ah ouais génial. Dans le monde, il y a peut-être voilà cet énorme télescope qui est en train de faire la même chose que moi. Donc voilà, c'était voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ok, super. Merci Antoine. Donc maintenant on peut Alors je vais essayer voilà, on peut avoir un débat que chacun puisse se poser toutes les questions qu'il souhaite à Antoine. On peut l'aider pour répondre, pour vraiment se poser la question comment votre télescope pourrait être approprié pour rejoindre Je peux commencer, Thierry? cette campagne Kilonova Catcher. Oui, vas-y Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste. Oui, alors bravo, merci. Ben, c'est vraiment un projet très gratifiant. Alors je le vois des deux côtés, moi, parce que je suis pro, mais je suis en même temps amateur sur un instrument chez moi. Je voudrais prolonger ce que tu as dit sur les solutions gratuites, parce qu'il en existe deux que tu n'as pas mentionné, qui à mon sens seraient très très adaptés à ce projet. J'ai une heure, et t'as vu, j'ai beaucoup parlé quand même. Donc, d'abord, il y a Nina pour la prise de vue qui, à mon avis, très très intéressante, parce que notamment la version en cours développement, elle est absolument fabuleuse. J'utilise ça personnellement. Et puis pour l'astrométrie, il y a Astap qui est d'ailleurs utilisé pour faire la solution la solution astrométrique dans Nina. Et Astap peut aussi faire ce genre de travail. Astap, A-S-T-A-P. Ok, d'accord. Qui présente l'avantage de ne pas avoir à attendre le retour d'astrométrie.net. D'accord. Et je l'utilise d'ailleurs pour faire c'est déjà intégré dans Nina. Et quand tu veux centrer ta cible, tu peux faire une plate solving sur Astap pour centrer ta cible avant la prise de vue. Okay. Donc là, je vais certainement investiguer dans ces directions. Si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas. Ouais, je chercherai, je vais regarder. Ouais, tu peux nous donner les liens, là, on va les mettre dans le compte-rendu, Jean-Baptiste. Alors, je peux vous envoyer aussi, il y a une démo qui était faite par je pense c'est un Anglais ou un Américain sur la version en cours de développement de Nina. Je crois que c'est la meilleure démo que j'ai jamais vue. Il y a un lien YouTube que je vais vous envoyer dans le chat. Parfait. Et puis, on en discutera après, quand vous voulez. Après, la difficulté que j'avais, si tu veux, c'est qu'il y a, tu as 1000 amateurs et tu as 1000 logiciels. Donc, j'ai essayé de prendre les logiciels les plus connus. Après, sinon, en une heure, c'est compliqué. On peut pas faire un tutoriel pour tous les logiciels qui existent. Je pense qu'après, la difficulté, c'est si vous avez quelqu'un qui a un logiciel qui ne maîtrise pas ou une question, on fera au fur et à mesure. Mais je note Astap et Nina. OK. Voilà. J'ai noté aussi astroimage pour Gilles, ça fait bien d'essayer de le trouver, ce truc-là, enfin, de l'essayer en tout cas. Astroimagie, je sais pas s'il y a Romain Montaigu dans la salle, mais moi j'avais découvert ça au programme dans l'Ain et en fait il peut sembler déroutant au départ,
mais en fait, il y a énormément de fonctions. Et c'est surtout qu'il y a des fonctions qui sont pas boîte noire. C'est-à-dire que vraiment, tu choisis les choses que tu fais pas à pas, l'un après l'autre, de manière très précise. Et ça, moi, j'aime pas les logiciels où tu appuies sur OK, puis tout se fait tout seul. J'aime bien retrouver ce que j'ai lu dans mes cours de photométrie, le flux, les trucs, j'arrête, j'arrive bien à... Le lien que tu as mis sur Simbad, où tu vois, enfin, oui, tu vois les étoiles variables, là, le côté analyse photométrique pour les exoplanètes, ça, c'est fondamental, ce genre de choses, et je vais sûrement m'en servir. Je vous envoie les liens dans le chat, là. Super. Je voudrais aussi signaler que j'utilise Astro Imagery et il y a aussi l'intérêt qu'on peut mettre une solution locale d'astrométrie.net. Ça, c'est pas mal si on n'a pas de connexion Internet et si on a sur ce dur des catalogues. Super. Alors, il faut juste être prudent sur le nombre de catalogues qu'on télécharge. Faut pas parce que si tu vas à un instrument, par exemple moi dans mon cas avec le 500, le champ de vue est très petit, donc il me faut le catalogue le plus précis. Et je crois que de mémoire c'est un truc comme 20 gigas à télécharger. Oui, alors, mais dans le paramétrage de l'astrométrie, quand on commence à se mettre, on peut restreindre justement le champ de recherche avec le RA et le DEC, et ça va beaucoup plus vite comme ça. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc c'est juste de penser à des gens qui ont peut-être pas des ordinateurs de course sur le terrain. Moi j'ai un ordinateur portable qui a peut-être 15 ans quand je vais dehors, un vieux machin, il a pas trop de mémoire, donc si tu commences à mettre des gros logiciels partout, plein de trucs, il n'avance plus quoi. Donc c'est vrai que c'est voilà juste ça. Donc l'astrométrie, si vous pouvez pas la faire sur le terrain au moment, n'hésitez pas, faites-la le lendemain. Vous démarrez l'ordi et puis vous la faites à la maison tranquille, au calme, assis sur une chaise quoi. C'est voilà, il n'y a pas de honte à le faire le lendemain quoi. J'ai des gens qui font du nomade. Enfin, moi j'ai très longtemps de l'observatoire nomade. Aujourd'hui bon j'ai un poste fixe, mais voilà. Alors, Dominique Turpin, est-ce que tous les logiciels fonctionnent sous Linux? Car j'ai entendu surtout Windows. Alors, oui, et Astro Imagery est disponible sous Linux, astrométrie.net aussi, Aladdin aussi, Au-delà aussi, MaximDL sous Linux et Prism sous Linux. Je pense que oui, mais il faut le vérifier. Prism, je crois que oui. MaximDL, je pense pas, mais Prism, je pense que oui, il y a une version Linux. Ça, c'est Cyril Cavador qui pourrait nous répondre. Mais oui, ouais. Et donc, Astap aussi, visiblement, Jean-Philippe Le Goff nous dit, Astap aussi sous Linux. Exactement. Donc oui, il y a pour les gens qui veulent vraiment aller au bout du freeware, voilà. Donc, Jean-Baptiste nous dit, c'est la version 1.11 Nightly 0.91, hein, un truc bien précis. Ah, Daniel, il nous dit pas de prisme pour le oui, en effet, c'est ça. On voit le lien tout de suite. Daniel, il est bien en point. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez voilà, même un télescope où il n'y a pas de filtre, ce n'est pas grave. On n'a pas besoin d'avoir un monstre pour faire ça. Un petit télescope de 200, c'est possible, quoi. Voilà. Si vous avez des filtres, regardez simplement de quelle couleur ils sont et notez la couleur. Donc, mettez-le entre votre œil et là, puis vous regardez quelque chose de blanc et puis vous regardez de quelle couleur ça sort. Et puis, ça va vous donner la couleur du filtre. Des fois, des filtres un petit peu bizarres, et voilà, c'est la bonne astuce. Ça, et puis, allez sur Slack et discutez avec nous, quoi. C'est chouette. Ça permet de discuter ensemble. Si vous avez des difficultés, mais vous avez des astronomes amateurs comme vous en face, ils vont vous aider, quoi. Et puis, vous allez faire le tour du monde, quoi. Il y a des gens qui sont au Canada, des gens qui sont au Brésil, des gens qui sont un peu partout. C'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Vraiment chouette. Alors, il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il doit... D'accord, oui, donc... Alors, Daniel, il nous dit, les astronautes, ils utilisent toujours Linux parce que c'est dangereux d'ouvrir une fenêtre dans l'espace. J'avoue que pour arrêter Windows, il faut appuyer sur démarrer. Voilà. Donc, voilà. Ah ben tiens, Bruno Gillet. Bonjour Bruno. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai une question sur l'empilement des images. Oui. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Est-ce qu'il y a des préférences entre empilement par une moyenne, une médiane ou des choses plus évoluées?
Addition. Addition. Point. Uniquement addition. Point. Tout de suite. On cherche. Tu as un élément, parce que dans une image de magazine, entre guillemets, si tu as une traînée de satellite, tu vas faire un sigma, parce que tu la veux pas, cette traînée de satellite. Nous, on n'a rien à foutre. Donc, vraiment, de l'addition toute simple. Pas de traitement, pas de choses compliquées. Tu prends tes images, tu les dark, tu les offset, tu les empiles. Et si on fait du binning, c'est avec addition aussi, alors? Alors, le binning, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va prendre le flux de l'étoile et le rapporter sur un nombre de pixels qu'on va additionner entre eux. Oui. Donc, le binning, on utilise le binning quand la taille des pixels de la caméra n'est pas adaptée à la focale du télescope. Donc, par exemple, un télescope qui a une très grande focale et une caméra qui a des tout petits pixels. Donc là, on va biner pour que l'échantillonnage soit bon. Mais c'est pas parce que tu bines que tu forcément que tu fais de la mauvaise science. Il y a certaines caméras très compliquées, très chères, où le binning peut arriver à poser des problèmes. Mais vraiment, dans notre cas, le but, c'est de pas faire des images saturées et que elles permettent de faire des comparaisons entre elles. Voilà ce qu'on a besoin. Donc, il n'y a pas plus que ça, quoi. Parce que là, tu disais qu'on pouvait se contenter d'envoyer l'image empilée, mais il m'a semblé comprendre le contraire, moi, sur Slack, qui voulait avoir, au moins pendant la période de test, là, à la fois les images individuelles et l'image empilée. Non, juste empilée. Après, par contre, si vraiment, admettons, quand on a fait le run O3, effectivement, on a demandé les images de test brutes et les images empilées, parce que on cherchait à voir un petit peu ce qui avait été fait. Mais les amateurs, ils sont pas mauvais. Tout le monde sait suivre la bonne méthode. Vous savez empiler une image, c'est pas compliqué, quoi. Il y a des petites choses. Le seul qu'il faut comprendre, c'est que sur des gros volumes, si c'est bien calibré, et moi, ça a été l'une de mes grandes fiertés il y a quelques années. J'ai fait des observations pour l'INCCE. J'avais demandé à l'astronome professionnel de me montrer un peu comment il faisait la réduction d'images. Il a pris mon jeu de données, il a mis dans l'ordi, il a fait OK, voilà, tout s'est fait tout seul. Voilà, et tout ça parce que tout est bien calibré, tout est bien calé. On n'a rien vu sur les images, c'était tout naze, mais au moins c'était au bon format. Et donc ça, c'est chouette, quoi. Et parce que ces images-là, elles ont été prises en compte. Si t'as pas le bon format, c'est dommage, quoi. T'as passé ta vie pour rien. Oui, pour répondre à Lionel, si tu te souviens, là, lorsqu'on avait fait la réunion sur les CCD et les CMOS, là, avec Christian Buil, hein, donc, songez bien que le binning n'a vraiment de sens qu'avec les CCD, où on a vraiment une sommation analogique du signal avant d'attaquer l'ampli et le convertisseur analogique numérique, alors que dans un détecteur, une caméra CMOS, ça n'est pas le cas. En fait, le but de la question, c'est juste un problème de volume de données à envoyer. Si jamais il fallait envoyer les images individuelles plus l'image empilée, c'est juste pour réduire le volume de données. Et oui, tu t'envoies que l'image empilée. Okay. Et si vraiment, si admettons, dans le Renault, une fois le Renault 4 parti, donc quand Ligo Virgo vont attaquer, si effectivement, par exemple, tu as fait ton image empilée et qu'il y a une détection dessus importante, là, peut-être que le professionnel va te dire, Lionel, transmets-moi ton image d'offset, transmets-moi ton image de DAR, je veux tes images brutes, je veux les informations, je veux la marque et le modèle de ton filtre et où tu l'as acheté et quel jour. Il va aller au bout du truc parce que lui, il va faire vraiment des calibrations fines sur tes images. Moi, ça m'est déjà arrivé avec, encore une fois, l'INCCE et j'avais 15 gigas de données. Donc, j'ai pris une clé USB, je l'ai mis dans la poste et je l'ai envoyé à l'INCCE. Donc, faut pas hésiter, de garder vos données. Par contre, mon information brute que j'avais envoyée ce jour-là, c'était uniquement la partie point CSV, la courbe de lumière avec le point CSV. Tu vois. J'avais envoyé que ça, quoi. Et ils m'ont dit, putain, c'est chouette, votre truc, là, celui-là, on avait vu un peu quelque chose, donc on l'a envoyé. Voilà, donc tu vois, c'est ce rapport, il faut bien faire les choses c'est un rapport de confiance, quoi. C'est chouette, moi je trouve que c'est chouette parce que il n'y a pas beaucoup de programmes où on dit aux amateurs, c'est bien normé. Et moi je suis quelqu'un d'assez carré, j'aime bien suivre des méthodes. Et donc voilà, il faut pas avoir peur d'envoyer ces données. Vous êtes capable de les faire et super bon, quoi. Antoine, t'as rien dit à propos du dithering? À partir de le dithering. Alors oui, le dithering, honnêtement, on va faire des pauses de 90 secondes, une minute. Si t'en fais 3-4, tu les additionnes, c'est chouette.
Après, oui, si tu veux faire un peu de dithering, tu peux. Si ton planétarium est déjà configuré de cette manière-là et que tu as l'habitude de l'utiliser et que ça te donne de bons résultats, il n'y a pas de souci. Encore une fois, il pourrait y avoir contre-indication avec des phénomènes transients ultra rapides. Parce que la cible se baladerait dans un groupe de pixels. Mais là, c'est pas le cas, on s'en fout. On va observer 3-4 fois dans la nuit. C'est pas un souci, quoi. Mais si ton logiciel est déjà, calibré de cette manière-là, continue d'utiliser comme ça, donc ne t'embête pas, quoi. Je suppose que tu fais de la belle image, de grandes nébuleuses à grand temps de pause. C'est ça? Disons que peut-être de moins en moins, parce que entre les supernova et les exoplanètes, on fait plus de la photométrie éventuellement un peu défocalisée plutôt que des belles images très piquées. Et comme tu as bien raison. tu es passé du côté obscur de la force. Il y a Jérôme qui veut intervenir, j'ai l'impression. Oui, c'était juste une petite remarque concernant à la fois le binning et le temps d'exposition, enfin et l'addition des images. Ces deux actions-là changent les propriétés qu'on doit mettre dans le header. Oui. Donc, il faut se méfier, je pense. C'est pour ça que je sais que par exemple chez nous à l'ESO, on a l'approche qui consiste à dire on moyenne les images plutôt que de les ajouter, ce qui fait que le temps d'exposition est le même que celui qu'on a sur une image individuelle en fait. Oui. Oui. Je sais pas si c'est voilà. Je sais pas certains logiciels, quand tu vas faire une moyenne d'images, vont quand même te donner le temps d'exposition en secondes. Par exemple, tu as fait 10 images de 10 secondes, donc tu auras un expose dur 60. Et certains logiciels vont te mettre 10. Et forcément, dans les calculs après, derrière l'aspect de photométrie en routine, ça fausse. Par contre, en plus, généralement, on sait le voir parce que le date ops et le date end, entre les deux, il y a un grand temps, il n'y a pas 10 secondes. Donc, on arrive à sortir un peu du lot. Mais encore une fois, le pipeline, si on peut mettre les choses de manière classique, faut pas s'embêter. Le souci du binning, c'est que souvent l'amateur, il se dit je vais biner parce que j'y vois mieux. J'ai fait 10 secondes de pause, je vois rien, binning de 2, paf, je commence à voir les étoiles, binning de 4. C'est la course au binning. Donc, voilà, c'est de garder un peu l'idée de dire, le binning, c'est lié à la focalité des scopes. Aujourd'hui, beaucoup de caméras ont des tout petits pixels, donc souvent elles sont pas adaptées à l'instrument. Donc, ça, c'est une autre discussion qu'il faut avoir et c'est pas facile. Un quart d'heure, Thierry, je crois qu'on est au bout. Oui, non, enfin, s'il y a encore quelques questions, je peux vous envoyer, donc, je vais essayer de vous envoyer, parce que Damien, qui n'en a pas parlé, mais Damien, donc, a envoyé hier soir un appel à observation. Je vais vous l'envoyer ou tu peux peut-être nous le montrer. En fait, dans la présentation, j'ai montré l'alerte ZETF, et en fait, c'est strictement la même, quoi. C'est même, tout à fait exactement le même format, avec les coordonnées à observer et pour ceux qui sont inscrits, transmettre l'image sur leur cloud. Mais c'est au milieu du diaporama, on voyait l'alerte ZTF, donc c'est vraiment la même chose. Voilà. Mais effectivement, tous les vendredis soirs, on aura la liste d'observation qu'on peut faire. On va essayer d'y aller. C'est aussi réfléchi pour les amateurs qui observent le week-end, quoi. Enfin, aller se lever à 4 heures du matin, jeudi soir, voilà. La galaxie est bien placée pour cette nuit. Normalement, s'il fait beau, ça devrait le faire. Ouais. Et les acharnés, Arnaud, c'est un acharné. Oui, donc c'est 11h20 et plus 25 degrés 33. Ouais. C'est ça. La galaxie LEDA 174 07 43. Voilà. Et magnitude apparente 18,75. Et je vous l'envoie par courrier électronique à vous tous, comme ça peut être le TP du week-end. Ce soir, s'il fait beau à Paris, là, malheureusement, c'est un peu bouché. C'est la même, on est sous les nuages. Après, voilà, 18,75, c'est faiblard, hein. C'est vraiment faiblard. Il va falloir poser, faire des images, plusieurs minutes, additionner. C'est vraiment des objets assez faibles. Donc, bon. Et sur vos images, encore une fois, il ne peut y avoir des fois que des points.
Donc, vous avez une image, il n'y a rien au milieu, il n'y a que des points. Donc, c'est pas que vous êtes au mauvais endroit, c'est juste que ce qu'on cherche à voir, c'est pas gros. Voilà.